Bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises de la prospective internationale de TVL, votre rendez-vous du mardi soir. Schwab, Attali ou encore Soros, mais aussi bien sûr Macron, Trudeau ou Ursula von der Leyen. Vous connaissez nos gouvernants, vous écoutez ce qu'ils disent, mais nous recevons ce soir Ludovic Greiling qui les a lus pour comprendre exactement quelle révolution ils avaient à l'esprit. Ludovic Greiling, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel de Choc du Monde. Donc vous venez de publier l'essai « Le monde qu'ils veulent », un livre qui s'appuie sur des propos précis, sur les propos des gouvernants et des organisations qui les influencent depuis 50 ans, et même peut-être plus d'ailleurs. Le Club de Rome, l'ONU, l'OMC, le Bilderberg, la Commission trilatérale, le World Economic Forum, et j'en passe. Vous avez l'ambition, Ludovic Greiling, de dresser une psychologie de ces élites, mais je vais entrer dans le vif du sujet immédiatement. Il y a un paradoxe qui transparaît à travers votre essai. D'une part, il faut prendre au sérieux, dites-vous, leurs paroles, mais cela semble un paradoxe parce qu'ils nous parlent de révolution, de transformation radicale ou encore de reset, et elles semblent souvent délirantes, apocalyptiques, eschatologiques, grandioses, ces idées, ces propos. Pourquoi ce paradoxe, Ludovic Greiling, selon vous ? Alors il faut déjà les écouter, les lire ou même les rencontrer quand on peut. Parce que ce sont eux qui sont aux manettes du pouvoir actuellement, et parce que effectivement leurs discours, leurs écrits ou les échanges qu'on peut avoir dans des réunions, comme j'ai pu en avoir, économiques ou financières, révèlent un état d'esprit, révèlent des idées fixes, des fantasmes parfois aussi. Et je suis assez étonné effectivement qu'on ne soit pas allé parfois plus profondément dans leurs écrits, dans leurs discours, à l'instar du livre d'Emmanuel Macron, qui a finalement été peu étudié. Oui, Révolution, il publie fin 2016, un livre qui s'intitule Révolution, et qui mérite qu'on s'y arrête dans le détail, pas juste en feuilletant. Alors vous avez dit qu'ils ont des idées fixes, vous avez dit qu'il faut les rencontrer, vous les avez rencontrés. En tant qu'analyste, moi j'étais journaliste financier pendant longtemps, donc oui, on se retrouve souvent dans des réunions vraiment importantes, et pas seulement avec des gens qui brassent l'argent, mais aussi avec des gens qui font la décision politique. Ils ont des idées fixes. Ludovic Greiling, vous dites qu'ils ont une obsession, vous utilisez le terme d'apocalypse carrément, et même pour le chaos. J'ai pensé immédiatement à une citation de Joseph Borrell, donc le chef actuel de la diplomatie européenne, pas encore pour longtemps, mais en tout cas il est encore en poste, qui a comparé l'Europe est un jardin avec le reste du monde qui est une jungle. Est-ce ça, cette obsession à la fois pour le chaos, le désordre, et avec un ordre qu'ils espèrent? On retrouve énormément ça déjà dans le premier rapport du Club de Rome de 72. Quand on s'y penche, oui, ils ont une vision catastrophiste du monde, vraiment, profondément. Je ne crois pas que ce soit seulement un moyen d'arriver à leur fin, je crois qu'ils y croient vraiment. Ils ont des visions en tête qui n'existent que dans leur tête, moi j'ai l'impression. Pour beaucoup en tout cas, et effectivement ils ont cette image du monde d'un désordre auquel il faudrait donc planifier un ordre mondial, planétaire, absolument. Ils ont tout à fait cette vision-là qui me semble un peu déconnectée de la réalité parfois. Une vision qui n'existe que dans leur tête. Alors, j'évoquais l'Union européenne, c'est un passage, enfin une partie très importante de votre titre, de votre essai. On observe évidemment depuis 2 ans la guerre en Ukraine, qui est une cause pour les dirigeants européens, une cause à défendre, mais plus encore un moteur pour la construction européenne, et cela se ressent dans l'actualité la plus récente. Alors Ludovic Greiling, je vous propose de faire un tour sur les dernières nominations d'Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen a annoncé le 17 septembre sa nouvelle Commission européenne et ses 27 membres, un pour chaque État membre. Or, cette nouvelle équipe affiche de nouvelles ambitions martiales. Parmi les commissaires, l'ancienne première ministre estonienne, Kaja Kallas, qui remplacera Joseph Borrell à la tête de la diplomatie, et l'ancien premier ministre lituanien, Andrius Kubilius, au nouveau poste de commissaire à la défense. Nous n'investissons pas assez dans la sécurité de l'Ukraine et dans notre propre défense, a-t-il immédiatement déclaré. En clair, les 114 milliards envoyés par l'Union européenne et les États membres à Kiev ne suffisent toujours pas. Kallas et Kubilius présenteront dans 2 mois un livre blanc sur la défense avec la vice-présidente finlandaise Henna Virkkunen. Et pour ce qui est du budget, c'est un Polonais, Piotr Serafin, qui contrôlera le nerf de la guerre. Stéphane Séjourné, qui n'a guère brillé à la tête du Quai d'Orsay, mais qui est un proche d'Emmanuel Macron, a hérité du poste de vice-président en charge de la stratégie industrielle. Reste
que le couple franco-allemand semble disparaître définitivement des radars au bénéfice de 4 pays réputés pour leur hostilité viscérale à l'encontre de la Russie. Ludovic Grilling, dans votre essai, vous citez Jean Monnet, l'Europe se fera dans les crises. Vous citez aussi Pascal Lamy, l'ancien commissaire européen. Cette guerre, celle en Ukraine, sera une épreuve décisive pour la construction européenne. Selon vous, Ludovic Grilling, un dirigeant classique cherche en général à éviter les crises, mais les esprits révolutionnaires au pouvoir voient eux une occasion de changer le monde. C'est ce que vous leur reprochez ? En tout cas, il faut les écouter. Effectivement, on pourrait aller au bout de la citation de Pascal Lamy, qui était toute récente. Pascal Lamy, c'est un grand technicien, on peut dire mondialiste, c'est-à-dire il était commissaire européen au commerce, ensuite il a dirigé l'Organisation mondiale du commerce, il y a exercé 2 mandats consécutifs. Ensuite, il a aussi présidé plusieurs organismes de taille mondiale, qui sont censés mettre en avant des problèmes mondiaux, donc Antarctica, le Forum de Paris pour la paix, le Climate Overshoot conférence, et Pascal Lamy, par exemple, disait récemment donc cette guerre est une épreuve décisive pour la construction européenne dans l'avenir, cette guerre en Ukraine, c'est le premier moment depuis 70 ans que se joue quelque chose qui pourrait peut-être basculer du côté d'une appartenance, comme on l'a avec des rêves ou des cauchemars, plutôt avec des cauchemars ici, parce que c'est une guerre, mais ils sont quand même un ingrédient d'appartenance très important. C'est sidérant quand même ce genre de citation, ça prouve qu'effectivement ils ont tendance à ne pas éviter les crises, au contraire, ils les appellent presque de leur vœu, vous avez cité Jean Monnet, et ils en profitent pour avancer dans leur œuvre qui est celle absolument d'une unification européenne, d'un État européen. En fait, c'est dans leur tête depuis des décennies, mais ils le disent jamais tel quel. Ça, c'est ce que vous avez fait, la généalogie justement de cet État européen qui est en construction, selon vous. Qui est en construction encore, bien sûr, il est en construction, mais il y a eu des avancées fondamentales ces 10-12 dernières années. Je vous signale par exemple que la Commission européenne maintenant peut lever de l'argent en nom propre comme n'importe quel État. Là, elle vient encore de lever de l'argent sur les marchés financiers. C'est une dette d'État estampillée Union européenne. Ça, c'est un exemple. Les traités n'autorisaient pas l'Union européenne à lever de l'argent. Les traités ne l'autorisent pas. Mais ils y sont passés, comme souvent, parfois, par des coups de force. Là, en l'occurrence, c'était pendant la crise du Covid. Et c'est le fameux plan de relance. Mais ce plan de relance, encore une fois, diffère de ce qu'il y avait auparavant, parce que jusqu'ici, la Commission européenne recevait de l'argent des États-nations et les redistribuait. Désormais, elle lève de l'argent par elle-même, elle redistribue cet argent elle-même. C'est de la dette fédérale, qui sera un jour gagée peut-être par des impôts fédéraux, par des impôts européens. Vous évoquez d'ailleurs très souvent le projet de dette fédérale dans votre essai, c'est quelque chose qui revient souvent, vous tirez la sonnette d'alarme. Ursula von der Leyen a aussi déclaré en mars 2024, vous la citez, notre Europe unie et pacifique est menacée comme jamais auparavant. Elle évoque les populistes, les nationalistes, les démagogues et j'en passe. Et elle poursuit, nous ne laisserons jamais cela se produire, dit-elle. Jusqu'où est-elle capable d'aller selon vous ? C'est une bonne question. En tout cas, le projet européen, c'est un projet qui dure depuis des décennies. C'est vraiment une idée fixe. Il y a une opiniâtreté impressionnante quand on suit ces dirigeants-là, ces élites-là. Et surtout, c'est un projet qui est partagé dont l'idée est partagée par beaucoup de monde. C'est pas du tout 30 personnes qui se réunissent dans une salle, ni même 100. C'est une idée fixe, l'idée qu'il faut absolument planifier les choses. Il faut tout planifier les sociétés, et il faut aussi créer un État régnant sur 500 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'on n'arrive déjà pas à contrôler notre propre gouvernement. Mais il faut cet État-là. Et donc, jusqu'où sont-ils prêts à aller ? C'est une très bonne question. Je peux vous donner un exemple quand même, parce qu'en 2020, il y a quelque chose qui passait un peu inaperçu. La crise du Covid arrive, la panique commence à s'emparer des marchés financiers. La Banque centrale américaine agit très vite, dès fin février, elle annonce des mesures exceptionnelles pour libérer le crédit, parce que les taux d'intérêt montent, il commence à y avoir de la panique, tout le monde veut récupérer son argent. Et la Banque centrale européenne attend sa réunion qui est prévue depuis des mois. Elle ne fait pas de réunion d'urgence. Et Christine Lagarde, à ce moment-là, on est mi-mars, en gros, elle dit moi, je ne referai pas le coup de Mario Draghi, je ne suis pas là pour sauver l'euro, etc. Alors là, panique totale, les taux italiens grimpent, triplent quasiment en 3 jours. Et au final, elle a passé son message. Son message, c'était par contre, je veux que vous vous réunissiez, je veux en gros de la dette fédérale. C'était un petit peu le message en sous-main. Il faut que les politiques budgétaires soient réunies tout ensemble. Donc ils vont jusqu'à parfois laisser se développer, comme le
publié la Deutsche Bank en 2013, laisser se développer des tensions financières pour obtenir des avancées fédéralistes. Donc ils sont capables d'aller, je pense, assez loin. Voilà. On nous vend du fédéralisme, mais vous soulignez le jacobinisme latent de l'Union européenne. Oui, c'est vrai que fédéralisme, c'est peut-être, vous avez raison, un terme un peu galvaudé. En fait, ce sont des esprits très jacobins. Le projet européen, on parle beaucoup de libéralisme, par exemple, mais c'est un projet très, très jacobin, très centralisateur, très planificateur. Jean Monnet, je cite un historien qui en parle, Jean Monnet était un esprit très jacobin. On parle de Jean Monnet l'américain, l'argent, etc. Mais Jean Monnet, c'était quelqu'un de profondément planificateur. Lui-même disait avoir toujours voté socialiste, par exemple. Et c'est vrai qu'on a différents, on a ce jacobinisme très profond qui existe au sein de l'Union européenne, au sein de l'ONU aussi, qui appelle une planification étatique profonde. Alors, Ludovic Gréling, vous avez évoqué il y a quelques instants le fait que les dirigeants européens s'asseyaient sur les traités qui en fait ont fondé leur pouvoir. Ursula von der Leyen a aussi déclaré au printemps dernier « Nous ne pouvons pas attendre de modifier les traités pour avancer sur la voie de l'élargissement ». On a le sentiment que c'est une œuvre sans cesse à accomplir. C'est exactement ça. C'est vrai que c'est l'impression que ça donne quand on les lit, quand on les écoute. C'est surtout un livre de citations, finalement, mon livre. Ursula von der Leyen dit aussi que c'est le moment pour l'Europe de répondre à l'appel de l'histoire. Bon. Et effectivement, et Joseph Borrell, vous en parliez tout à l'heure, affirmait que l'Union européenne était la meilleure combinaison de liberté politique, prospérité économique et cohésion sociale jamais produite par l'humanité. Enfin, vous voyez, on est dans un état d'esprit très particulier et donc leur vision, effectivement, c'est un bloc unique, pas unifié, mais plutôt unique, de 500 millions d'âmes. C'est von der Leyen qui le dit. Nous devrons définir une vision pour mener à bien notre élargissement. Elle parle d'âme, c'est ce que vous soulignez. Une union complète, peuplée de plus de 500 millions d'habitants vivant dans une union libre, démocratique et prospère. Ça, en plus, ce sont un vocabulaire, vraiment, tous les spécialistes de l'URSS montraient ça. Montrait ce type de vocabulaire, le révélait. Et déjà, il y a 20 ans, un célèbre dissident soviétique, Vladimir Boukhovski, avait comparé l'Union européenne à l'URSS très sérieusement. Il ne le faisait pas par plaisir, ça ne lui faisait pas plaisir. Et donc, il y a effectivement cette idée-là. Et à Bruxelles, on veut mener à bien l'élargissement dans les Balkans, mais aussi jusqu'en Géorgie. Je ne sais pas si vous avez vu où est la Géorgie. Et on veut le faire aussi en utilisant, donc les traités ne permettent pas ça, il faudrait revoir les traités, on veut le faire en utilisant des clauses passerelles. Donc en fait, il y a souvent un moyen, je dirais pas qu'ils utilisent toujours des coups de force comme ça, hein, mais il y a, quand le moment s'en fait sentir, effectivement, il y a des coups de force, ouais, c'est incontestable. Quand le moment s'en fait sentir, il y a des coups de force. On trouve, vous l'avez dit, des idées analogues au sein de l'élite que vous décrivez à maintes reprises dans votre essai. George Soros a été très marqué par l'idée de société ouverte et de ses ennemis, du philosophe Karl Popper. Vous citez Macron, qui a allègrement repris ces concepts. Je cite « Nous devons assumer la société d'ouverture. Cette France a des ennemis », a-t-il donc écrit dans son essai Révolution. Je ne veux pas vous embarquer sur Macron et son essai Révolution, mais ce que vous dites, c'est qu'il y a une obsession de l'ouverture, mais pour mieux insister aussi sur la violence latente des propos des dirigeants. Pourquoi, encore une fois, un autre paradoxe entre cette ouverture et cette violence ? Alors, il y a effectivement un esprit chaotique et violent chez une partie de ces dirigeants-là. C'est incontestable, il faut les lire, c'est stupéfiant en fait. L'esprit d'ouverture, je pense que quand on a une vision absolument planétaire des choses, il y a peut-être eu aussi une haine contre les sociétés organiques. Ça, c'est Soros qui en parle. Contre l'intégrité sociétale. Je sais pas, moi je me contente de les citer. Je montre bien qu'il y a un état d'esprit parfois profondément illuminé, des propos bizarres, étranges, violents, et une volonté de créer une société nouvelle. Ça, les termes société nouvelle, réforme radicale, reset, révolution, encore une fois, ils les utilisent. On ne parle pas uniquement de Soros, sur lequel il y a pas mal de fantasmes, mais je pense que même sans Soros, si vous voulez, on connaîtrait quasiment la même situation aujourd'hui. On parle de Emmanuel Macron, de Pedro Sanchez, de Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui a présidé une structure qui est complètement passée sous les radars, qui s'appelle l'Internationale socialiste. L'Internationale socialiste, en gros, c'est la face soft de la troisième internationale, c'était l'Internationale communiste.
Et eux aussi, ils rêvent d'une espèce de transformation profonde du monde entier. Vous relisez les rapports du Club de Rome, c'est le monde. Hein. Le monde est très petit dans leur tête. Hein. Le monde est vaste, mais dans leur esprit, il paraît très petit. Il y a un réductionnisme assez profond. Et donc, effectivement, cette irrationalité peut étonner pour des personnes qui paraissent pour modérées ou qui se font paraître pour modérées. Mais ce ne sont pas des personnes modérées. Donc vous parlez de société nouvelle. Il y existe dans l'élite dirigeante un rejet instinctif, donc des barrières protectrices qui frisent l'irrationnel, encore une fois, dites-vous, enfin écrivez-vous. Vous dites que cette dilution mène aussi à la création d'un peuple. Alors vous citez quelqu'un qui est assez peu connu aujourd'hui, mais qui est pour vous central, Richard Coudenhove-Kalergi. Donc dans les années 20, celui-ci a écrit « Les races et les classes, dans le sens d'aujourd'hui, disparaîtront ». Pour vous, il y a aussi cette double projet de disparition des frontières et l'émergence d'un homme nouveau. Enfin, c'est eux qui en parlent, hein, c'est pas moi. Et par exemple, Jean Monnet était décrit par un de ses anciens collaborateurs, qui lui était favorable, comme un humaniste mondialiste qui voyait l'interpénétration des races, etc. Enfin, je veux dire, pourquoi pas, le monde de demain sera pas le même que celui d'hier, mais ils ont des obsessions, des idées fixes assez curieux, c'est très bizarre, c'est des fantasmes, et ils cherchent à les forcer politiquement. Parce que si on met en relation et en parallèle leurs discours, leurs écrits et leurs actions, il y a une incontestable logique. Hein. Donc voilà, et je pense que cette irrationalité, cet esprit profondément illuminé, voire déséquilibré parfois, n'a pas été bien étudié, n'a pas été bien compris. Encore une fois, il suffit de lire, il faut lire en détail le livre de Macron, qui parle de beaucoup de choses, hein, mais où on retrouve des propos voilà, sur la grande transformation, un nouvel humanisme à penser, etc. C'est quand même assez inquiétant un peu, hein, c'est étonnant. Alors, vous avez évoqué Guterres. Vous dites que l'ONU, selon le dirigeant, doit prendre le relais de l'Europe. Donc l'Europe est l'exemple pour cette élite occidentale, mais en tout cas mondialisée. En France, nous avons quasiment oublié l'ONU, ce qui semble un tort, d'après ce que vous dites, à mesure, bien sûr, du recul français de l'échelle internationale. Nous l'avons un peu évacué de nos esprits, mais vous dites que c'est un tort. Tout semble s'y préparer. Disons que effectivement, l'Union européenne est un phare de la mondialisation politique. C'est Barroso qui le dit, c'est Pascal Lamy qui le dit. José Manuel Barroso, l'ancien responsable de la Commission européenne, l'ancien président, l'un des plus importants. C'est même Lula da Silva, l'actuel président du Brésil, qui le dit. Et effectivement, on a aujourd'hui deux projets très clairs là, qui sont discutés à l'ONU, avec, c'est un peu connu quand même, mais l'Organisation mondiale de la santé, qui cherche à établir un nouveau traité international sur les pandémies pour se substituer plus ou moins aux États dans la réponse aux questions sanitaires. Et voilà, mais ça a du mal à passer pour le moment auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies, enfin de la santé. Et puis on a aussi l'Organisation météorologique mondiale, qui était très heureuse d'annoncer le montage d'une infrastructure mondiale de surveillance des gaz à effet de serre. Il existe une volonté, et c'est vraiment clairement affiché par Antonio Gutiérrez, en gros de dire c'est la catastrophe, on va tous mourir. Gutiérrez a des propos par exemple sur le climat qui sont sidérants. Soit nous faisons un pacte de solidarité collective, soit nous courons vers le suicide collectif. Ça, c'est des propos de Gutiérrez publics dans des réunions de très haute tenue. Donc jusqu'à quel point il croit ce qu'il dit, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une idée fixe en tête, et cette idée-là, c'est que l'ONU prenne le relais, effectivement, des États sur des tas de sujets, y compris des sujets très globaux. Ils ont tendance à globaliser, par exemple, l'UNESCO qui a fait une grande réunion à New York l'an dernier sur une crise mondiale de l'eau à venir, une crise mondiale de l'eau, alors qu'il n'y a rien de plus problématique, de plus localisé comme problématique que l'eau, que la question de l'eau, c'est très localisé. Je veux dire, vous pouvez avoir un problème à un endroit et à 30 km, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de problème. Donc il y a effectivement cette vision-là, effectivement. L'ONU n'est pas assez suivie. L'international socialiste... Vous faites une remarque très intéressante dans votre bouquin. Il n'existe pas de gouvernement mondial, dites-vous. Mais en tout cas, il semble déjà exister des ministères mondiaux. L'OMC, ça pourrait être le ministère du Commerce, l'OMS, le ministère de la Santé. C'est parce qu'il y a le disait il y a 14 ans déjà. Et vous évoquez l'UNESCO, donc la culture. Donc il y a quand même
un semblant de gouvernement, si je vous comprends bien. Oui, mais en fait, à la base, l'ONU était censée réunir les États, et c'est très bien que les gens discutent, se réunissent, et pourquoi pas même... Enfin, je veux dire, les États-nations ne sont pas éternels. Mais avoir des idées fixes, voir des fantasmes, avoir une vision très réduite du monde, et chercher à tout prix à parvenir à des objectifs politiques sans le dire clairement, ça, c'est autre chose. Vous insistez sur l'aspect collectiviste et centralisateur, mais surtout collectiviste aussi. Est-ce quelque chose qui peut être mis en place si facilement à échelle mondiale, à travers l'ONU ? Ah non, pas à l'échelle mondiale, justement. Le monde est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît, beaucoup plus divers. Je me permets de vous interrompre parce que vous écrivez le monde qu'ils veulent, mais est-ce un monde possible ? Je pense qu'ils ont cherché surtout à intervenir en Occident, dans nos pays occidentaux. Ils ont même plus ou moins réussi à défaire l'Occident pour faire un autre monde, mais ils n'ont pas réussi spécialement à unifier le monde ou à faire un monde unique. En revanche, ils ont réussi à plus ou moins défaire l'Occident, et y compris sur le plan économique, parce qu'elle le dit, l'Occident a produit la matrice de son déclin relatif, qui est celle des progrès du reste du monde. L'idée, c'était d'aplanir les niveaux de vie, d'aplanir aussi peut-être les cultures, pour effectivement obtenir quelque chose. Moi, j'ai l'impression regardez la Russie, l'Inde, la Chine, enfin, il y a énormément de pays qui leur échappent. C'est pas... Donc c'est un problème essentiellement occidental, et c'est chez nous que ça se passe, je pense. Et c'est aussi les pays occidentaux qui en ont vécu les effets secondaires, si on peut s'exprimer ainsi, qui sont parfois très violents. Alors vous évoquez ce qu'on appelle quelquefois le Sud global, même si évidemment le concept reste un peu flou. Vous permettez d'inscrire notre discussion dans le contexte actuel. Ça veut dire, ce que vous évoquez, c'est la remise en cause de l'Occident par le reste du monde, on a envie de dire les 3/4 du monde. Vous avez discuté avec Jean-Claude Trichet, l'ancien patron de la BCE. Il y a 10 ans, il était déjà inquiet face à la création d'une banque des BRICS. Alors depuis, les BRICS sont devenus les BRICS+, avec les Émirats, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Iran et d'autres. Les élites occidentales et leurs discours sont visiblement concurrencés. Ludovic Greiling, le reste du monde aura-t-il raison de celle-ci plus vite que nous ? De celle-ci ? Des élites occidentales et de leurs discours. Je pense que le reste du monde s'en fiche un peu. Nous, on a tendance à reculer sur l'échelle, et eux, ils avancent. Donc, je veux dire, la Chine n'a jamais été aussi puissante, l'Inde n'a jamais été aussi nombreuse et riche, idem pour l'Arabie, l'Afrique n'a jamais été aussi démographiquement active. Donc, vous savez, le reste du monde, le Sud global, c'est pareil, c'est une vision, c'est pareil, c'est toujours cette vision extrêmement réduite du monde. Je veux dire, comparer l'Afrique du Sud à la Chine, comparer le Brésil de Bolsonaro, c'est pas le Brésil de Lula. Et le Brésil de Lula veut bien effectivement se débarrasser de la tutelle américaine, mais Lula est un membre éminent de l'internationale socialiste. Ils ont des visions planétaires, de planification mondiale. Et Lula en fait partie. Donc je pense que le Sud global, c'est une notion un peu... d'ailleurs, ça n'a pas été inventé plutôt par les pays occidentaux. C'est une notion très réduite du monde, je pense. Eux poursuivent leur route, je pense. Voilà. En tout cas, je n'aborde pas trop cette question dans le livre. Le livre porte beaucoup sur nos pays, sur l'Europe, sur l'Occident, sur l'ONU, et surtout sur l'état d'esprit de nos dirigeants actuels. Ça aussi, il y a eu une évolution. Il y a 20-30 ans, cet état d'esprit-là ne contrôlait pas l'ensemble du pouvoir en Occident. Aujourd'hui, Pedro Sanchez, l'actuel président de l'Internationale socialiste, dirige le gouvernement espagnol, par exemple. Donc, ils sont au pouvoir en France, en Espagne, ils ont pris le pouvoir en Pologne, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais est-ce que vous voyez, disons, une lueur d'espoir? On pourrait évoquer la réélection potentielle de Donald Trump, Viktor Orban en Hongrie, en Slovaquie. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est très important, effectivement. Vous pensez que beaucoup de discours, beaucoup de principes sont arrivés des États-Unis. Y a-t-il encore quelque chose à espérer de là-bas? Là-bas, je me demande si on n'est pas à l'aube non pas d'un changement, d'une alternance politique, mais d'un changement de régime. Quand je suis certaines personnes qui suivent les États-Unis, le Trumpisme depuis le début, on peut se dire qu'on est effectivement à l'aube d'une transformation très profonde qui aura un impact du coup sur l'OTAN. L'OTAN qui est aussi, tiens je le cite, il faut lire les concepts stratégiques de l'OTAN. Ils sont happés par cet esprit un peu irrationnel, mystique. C'est très impressionnant. On parle de la principale organisation militaire au monde.
cette volonté de s'étendre, puisque maintenant on parle de absolument. l'OTAN même en Asie, que vous soulignez dans quasiment toutes ces organisations internationales. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc à l'aube d'un changement de régime, c'est-à-dire exactement? Je ne sais pas si on a le temps de développer, mais sincèrement, c'est pas moi qui suis le spécialiste, mais j'écoute des gens qui suivent le Trumpisme depuis le début et qui disent le Trumpisme, c'est pas seulement Trump, c'est pas seulement le Parti républicain, c'est vraiment une opération au sein de l'appareil d'État, des conservateurs, qu'importe comment on les appelle, qui ont vu que cet esprit un peu mondialiste, révolutionnaire surtout, était en train non seulement de défaire les États-Unis, mais devenait dangereux pour une partie du monde, et parce qu'il se servait notamment, il s'appuyait sur l'OTAN beaucoup. Il faut voir qui dirige le secrétariat général de l'OTAN, que ce soit Stoltenberg ou Mark Rutte. L'OTAN s'est beaucoup transformé, c'est plus seulement une organisation militaire, c'est une organisation idéologico-militaire un peu. Et aux États-Unis, il semble que des gens aient vu ça et décidé d'y mettre fin. Ce serait le Trumpisme, et ça a commencé déjà il y a 10 ans. L'OTAN est une organisation idéologico-militaire. Eh bien, Ludovic Gréling, ce sera le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'essai Le monde qu'ils veulent, lire et écouter nos élites pour comprendre la révolution en cours aux éditions L'Artilleur. Merci encore d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Surtout, merci à tous d'avoir suivi cette émission et n'oubliez pas de commenter et de partager cet épisode. Merci encore.